Définitivement, la présence militaire française est persona non grata dans le Sahel. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, place au Tchad qui prend la décision de rompre ses accords de défense avec la France. La décision a été rendue publique le 28 novembre 2024 par le ministère des Affaires étrangères du Tchad. Le communiqué qui a été publié par le gouvernement tchadien rappelle que cette décision a été prise après une analyse approfondie, mais aussi souligne qu'il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. C'est donc acté. Le Tchad a pris cette décision qu'il considère comme un tournant historique et on en parle dans le cadre de ce programme For You Matin. On parle surtout des conséquences sur le plan africain, sur le plan sécuritaire, mais aussi en ce qui concerne un possible rapprochement avec l'AES après une telle décision. Vous l'avez compris, ce sera notre thématique principale dans le cadre de ce programme matinal sur For You Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. For You Matin démarre tout de suite. Merci d'être avec nous sur For You Télévision et nos différentes plateformes internet For You Media Africa. Merci également à notre panel qui est assez constitué ce matin. Je dirais bonjour déjà à Monsieur Albert Anatole Aïssi, habitué de nos plateaux et d'ailleurs consultant permanent de ce programme. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Bégoudé, je dis bonjour à mes co-combattants. Je salue la galaxie panafricaniste, sans oublier les techniciens ainsi que l'automanagement. Je dis bonjour à l'Afrique. Je n'oublie pas, n'est-ce pas, nos frères de la Kanaki, de la Martinique, de la Guadeloupe, de l'île de la Réunion, entre autres. Quand je l'ai dit, je viens d'apprendre que la FIFA interdit à l'équipe nationale burkinabé de jouer un match amical avec l'équipe de la Russie. Comme nous avons l'habitude de le dire, nous avons le sentiment que ces atlantistes marchent avec la tête et non avec les pieds. Parce que dans une situation géopolitique similaire, nous avons le sentiment qu'il y a des deux poids, deux mesures. Je ne sais pas si la même FIFA aurait interdit une rencontre entre une équipe quelconque avec celle d'Israël. Alors nous trouvons cela inacceptable, tout comme nous trouvons que c'est tout de condescendance de leur part, c'est-à-dire parce qu'ils sont allés provoquer la Russie, ce que les médias ne disent pas, et que la Russie a été dans l'obligation de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, tout le monde prétend que l'Ukraine est en guerre avec la Russie, ou plutôt la Russie a envahi, a annexé l'Ukraine, ce qui est tout à fait faux. Il convient également de corriger pour dire que l'OTAN et Washington sont en guerre contre la Russie en territoire ukrainien. Quoi qu'il en soit, nous prenons acte. Nous prenons acte, n'est-ce pas, de cette autre insulte n'est-ce pas, au peuple africain en ce qui concerne notamment des événements sportifs, surtout le chantage qui est rapporté. Merci Albert Anatole Aïssi pour ce qu'on considère comme votre coup de gueule ce matin. À présent, nous allons accueillir Henri Atangana qui est avec nous de l'autre côté. Bonjour et bienvenue à vous, Monsieur Atangana. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour à monsieur AAA, Albert Anatole Aïssi. J'ai le plaisir de retrouver. Bonjour à toute la galaxie panafricaine. Bonjour à vous-même. Encore une fois, merci de m'avoir invité sur le Forum Média Africain. Et en entrée, nous parlons de cette sortie sénégalaise concernant le refoulement des Maliens sur le territoire sénégalais. Plusieurs sites d'information ouest-africains avaient fait état de ce que les Maliens étaient désormais interdits sur le territoire sénégalais sans document conforme de la CEDEAO. Le Sénégal a tenu à faire une sortie qui vient démentir totalement de telles informations et nous allons aujourd'hui
bien sûr parler de cette communication de la police sénégalaise, notamment le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui rappelle que depuis quelques heures, des informations parues à travers une certaine presse en État, des mesures de restriction d'entrée sur le territoire sénégalais appliquées par les services de la direction de la police de l'air et des frontières concernant des ressortissants d'un pays de la sous-région. La police nationale tient à préciser que les dites informations sont dénuées de tout fondement. À ce jour, aucune mesure de restriction ou de fermeture de frontières n'a été prise par les autorités compétentes. En effet, dans le cadre de l'exécution de ces missions de contrôle de l'immigration, la police nationale veille à l'application rigoureuse des dispositions en la matière. Pour rappel, conformément au protocole de la CEDEAO et son acte additionnel, la carte d'identité biométrique CEDEAO fait partie des documents requis dans le cadre de la mobilité au sein de l'espace communautaire. Toutefois, soucieux de l'atteinte de l'objectif d'intégration régionale et fidèle à ses traditions d'hospitalité, le Sénégal continue de faire valoir la flexibilité en termes de conditions et de modalités d'entrée sur son territoire des ressortissants des États de la sous-région en général et des pays limitrophes en particulier. Ceci a été fait à Dakar le 27 novembre 2024 et la rédaction de For You Media Africa est rentrée en possession de cette communication le 28 novembre dernier. C'est signé d'ailleurs la division communication et relations publiques du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Albert Anatole Aïssi, pourquoi des informations comme celle-là pourraient fuser en ce moment particulier, notamment vis-à-vis du Mali? On rappelle que ces informations faisaient état de ce que les Maliens n'étaient plus les bienvenus sur le territoire sénégalais s'ils ne possédaient pas des documents conformes de la CEDEAO, c'est-à-dire que leur carte nationale d'identité, par exemple, ne comptait plus comme document leur permettant de franchir le seuil du Sénégal. Madame Begoudé, il faut préciser qu'il y a un non-dit dans ce communiqué officiel. D'accord. Lequel? Je ne pas du communiqué du ministère de l'Intérieur sénégalais. Le non-dit, c'est que 24 heures auparavant, il y a un communiqué du Conseil national de la jeunesse du Mali, section Sénégal, signé par un certain Zakaria, par son secrétaire général Sedina Zakaria Traoré, qui confirme qu'effectivement, il y a eu des négociations entre eux au lieu pour que la carte Sedina, dont son détenteur, n'est-ce pas, les ressortissants maliens, est désormais accepté par les autorités sénégalaises. Oui. Parce qu'auparavant, il était exigé aux ressortissants du Mali exclusivement, mais alors très exclusivement, soit la carte consulaire, soit la carte, n'est-ce pas, d'identité de la CEDEAO. Et tout autre document était pas accepté du tout. Donc c'est à la suite donc, des négociations entre les autorités maliennes et sénégalaises entrées au lieu qu'un terrain d'entente a pu être trouvé pour que les autorités sénégalaises puissent accepter, n'est-ce pas, la carte biométrique NINA, qui est désormais le document officiel du côté, n'est-ce pas, du Mali. Vous savez que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sont plus membres de la CEDEAO. Oui. Donc, si vous parcourez le communiqué du secrétaire général du Conseil de la jeunesse du Mali, section Sénégal, vous trouverez tous ces éléments de réponse. Et ce communiqué du secrétaire général du CNJ est signé le 27 novembre. Je crois que celui que vous venez de rendre public, que vous venez de lire, date du 28, donc 24 heures plus tard. C'est une réaction. Du 27. Le même jour. Oui, le même jour. Alors, ça veut donc dire qu'en fait, c'est dans le non-dit qu'il n'y a pas, qui se trouve dans, n'est-ce pas, dans ce document. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, il y a eu plusieurs Maliens qui ont été refoulés à la frontière avec le Sénégal. Du moins, les Maliens détenteurs de la carte NINA. Et je crois que ça a failli mettre un peu en contradiction la volonté affichée des nouvelles autorités
sénégalaise à œuvrer pour une intégration régionale réelle et globale. Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il s'agit d'un épisode qui allait quand même, en notre sens, porter une petite tache d'huile au niveau des engagements pris par le régime de Diomaye Faye, qui s'est engagé à ramener, si c'est possible, les pays de l'AES dans le giron de la CEDEAO, qui s'est engagé à œuvrer pour l'intégration communautaire ouest-africaine. Je pense que, comme j'ai l'habitude de le répéter, les nouveaux dirigeants du Sénégal ont l'avantage d'être jeunes et de comprendre les problématiques et les difficultés de la jeunesse ouest-africaine. Et je crois qu'ils ne devraient pas avoir des attitudes, n'est-ce pas, de ceux qui sont sourds ou quelquefois qui sont très éloignés des préoccupations, mais surtout des réalités de la jeunesse ouest-africaine. Merci Albert Anatole Aïssi, Henri Atongana. D'après les informations que nous avons reçues, les Maliens ont été refoulés, des restrictions ont été édictées contre ces Maliens-là. Ne possédant pas les documents dont nous sommes en train de parler, se conforment à la CEDEAO, alors à la réglementation de la CEDEAO. Désormais, le ministère de l'Intérieur dément ces allégations et estime d'ailleurs que le Sénégal porte à cœur l'intégration sous-régionale et fait des mains et des pieds d'ailleurs pour recevoir les ressortissants des pays frontaliers et des pays de la sous-région. Comment interpréter cette actualité? On a l'impression qu'il y a une once de manipulation derrière tout cela. Oui, il y a de la manipulation déjà dans la forme. Quand ils disent que le Sénégal porte à cœur l'intégration sous-régionale, on a envie de leur demander comment ça se manifeste. Tout en sachant que la CEDEAO existe depuis je ne sais plus combien d'années et qu'on cherche avec minutie les réalisations du Sénégal, ou en tout cas de la CEDEAO, dans cette logique d'intégration dite sous-régionale. Ce qu'on appelle d'abord sous-région ici, c'est un espace découpé par la France, dans lequel, je n'accuse pas la France, hein, je dis des faits historiques. C'est-à-dire qu'il y a tout un espace francophone qui se caractérise par le fait que ces pays sont les anciennes colonies françaises et se caractérise aussi par la circulation d'une monnaie. Et cette monnaie, vous allez me dire que dans la CEDEAO, il y a des pays qui ne pas confondre avec l'UEMOA, enfin ça, on va revenir dessus. Je vois beaucoup de gens venir, mais en réalité, c'est des pays qui ont été découpés par la volonté française après les indépendances. Parce que si vous m'expliquez pourquoi le franc CFA, qui est, tout en sachant que le franc CFA est une propriété intellectuelle de la France, qui circule en zone CEMAC, globalement, en fait, dans l'Afrique centrale, est différent de celui qui circule en Afrique de l'Ouest ou des Comores. Je vous donne le prix Nobel d'économie. J'aurais du mal à m'expliquer pourquoi ils sont différents et pourquoi on ne peut pas directement aller de l'un à l'autre. Voilà. Donc, ces espaces-là ont été créés dans le but de contrôler les environnements. Alors, qu'est-ce qu'il se passe actuellement? C'est qu'il se passe que l'AES ayant été formé, le Sénégal a pour mission d'essayer d'empêcher la formation de l'AES. Ils appellent ça ramener les pays de l'AES à la CEDEAO. Voilà. Et alors, comme toujours, avec leur méthode, parce qu'ils ont l'habitude, ils sont en train de copier les méthodes de leurs maîtres, c'est-à-dire sanctionner, utiliser des institutions comme armes géopolitiques. Il suffit d'observer un tout petit peu pour savoir qu'ils ont fait la même chose avec d'autres pays, notamment la Russie. Et d'autres pays, il n'y a pas que la Russie. Si la Russie est l'un des pays qui a réagi fermement à ça, mais ils utilisent des sanctions comme marque politique depuis très longtemps, en tout cas les Otaniens. C'est eux qui décident ce qui est bien, ce qui est mal, c'est eux qui décident qui est bien, qui est mal, c'est eux qui décident des règles internationales. En réalité, nous assistons là à la tentative d'utiliser des institutions sous-régionales comme armes géopolitiques.
Voilà. Et ils ont d'ailleurs essayé d'utiliser ces institutions comme armes militaires. Vous vous souvenez qu'ils ont essayé de former une armée pour attaquer les pays de l'AES. Après, ils ont changé d'avis, comme ils sont en train de changer d'avis là. Là, ils ont essayé de créer une arme géopolitique. D'ailleurs, les mêmes armes géopolitiques ont été utilisées via la monnaie. Vous vous souvenez qu'à un certain moment, ils avaient décidé que les comptes des pays, les avoirs des pays de l'AES sont gelés. Exactement comme on gèle les comptes d'autres pays, ce qui est une violation grave à la notion même de droit de propriété. Cette notion qui est même caractéristique du monde libéral. Vous enlevez le droit de propriété au monde libéral, il n'y a plus de monde libéral. Expliquez-moi pourquoi des gens qui sont des libéraux, c'est-à-dire les pays de l'OTAN, qui se définissent par le libéralisme économique, violent la notion de propriété. Parce que c'est ça qui se passe quand on gèle vos avoirs. C'est-à-dire que j'ai un compte libellé en dollars ou en euros. Évidemment, comme ce compte est domicilié aux États-Unis ou en zone euro, vous décidez que vous gelez ce qui m'appartient. Voilà. Donc, en réalité, c'est le même type de sanction qui s'applique de façon insidieuse. On détourne le but des institutions en donnant à ces institutions des prérogatives qui n'existaient pas au départ, afin de pouvoir sanctionner ceux qui ne se conforment pas à ce qu'on attend. Alors que les pays de l'AES ont bien le droit de se créer en une entité souveraine, indépendante de la CEDEAO. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Le reste, c'est comme vous savez, tous les politiciens fonctionnent avec... c'est pas des analystes comme nous. Nous, on fait de l'analyse pure et dure. Mais un politicien, il a une posture qu'il doit donner et il a aussi un narratif qui doit correspondre à sa ligne politique. Voilà. Et tous les communiqués ne sont que des narratifs et des postures. Ça, on le sait. Mais si vous allez gratter dans un comité pour aller chercher ce que ça veut dire, ben on va tourner en rond, quoi. Mais bon, c'est toujours aussi très, très intéressant de regarder quel est le narratif du communiqué qui dévoile, comme M. Albert ici l'a démontré il y a quelques instants, les hypocrisies. Voilà. Et je crois que c'est les derniers soubresauts, les tentatives de détruire la formation de l'AES, parce que la formation de l'AES risque de faire, on l'a dit il y a très très longtemps sur vos plateaux, effet boule de neige. Parce que si les pays de l'AES réussissent à se détacher, à couper le cordon ombilical, enfin je ne sais pas si on appelle ça cordon ombilical, c'est la France qui essaye d'éviter qu'on coupe la mamelle nourricière. La France qui évite d'être sevrée, pour utiliser cette image-là. Et il y a ceux qui donnent le sein à la France, qui essaient de dire, bon voilà, il y a un âge où l'enfant doit être sevré. Ça ne peut pas être ad vitam aeternam. Et c'est la manifestation de cette lutte à laquelle nous assistons là, je sors par là. Merci à vous, à Tangana, d'avoir réagi ainsi à cette thématique. Albert Anatole, ici, ce sera peut-être votre dernière prise de parole sur ce sujet d'accueil. À un moment où les pays de l'AES sont en train de mettre tout en œuvre pour la mise en place d'un passeport biométrique de l'AES, de telles actualités, est-ce qu'elles n'ont pas pour but finalement de mettre une certaine pression à ces pays de l'AES qui ont claqué la porte à la CEDEAO à quelques jours seulement de la prochaine réunion de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, justement? Écoutez, il faut déjà préciser, pour le rappeler, Madame Bégodet, que là, elle est sortie de la CEDEAO, mais n'est pas sortie de l'UEMOA. Donc, ça veut donc simplement dire que même si il y a eu quelques poussées de figures entre ces trois pays de l'AES et les autres membres de la CEDEAO. C'est pour des raisons que nous avons règlement évoquées. C'est-à-dire que la CEDEAO n'a pas été capable, n'est-ce pas,
d'exprimer la souveraineté de ces États, d'être solidaires des problématiques auxquelles sont confrontés tous les États membres de la CEDEAO. Il y a eu plusieurs contingences qui devraient, de notre point de vue, pousser la CEDEAO à être véritablement offensive et utile. Malheureusement, nous avons constaté, il a été constaté par tout le monde, y compris les habitants, les populations de cet espace communautaire, que plusieurs États africains de ce côté-là ont été déstabilisés par les puissances étrangères. Je crois que la Côte d'Ivoire, en 2011, est une illustration parfaite. Le Mali, pareillement, sous le fallacieux prétexte de lutter contre le terrorisme, a été déstabilisé, pratiquement partitionné par une puissance étrangère au nom de ces fameux accords de coopération, de sécurité et de défense. Il y a eu un projet d'invasion du Niger porté par une puissance étrangère, en l'occurrence la France, au nom de sauver le soldat Bazoum et de le rétablir dans son fauteuil présidentiel. Il y a régulièrement des tentatives de déstabilisation et de coup d'État du côté de Burkina Faso, j'en passe. De ce point de vue, lorsque vous êtes dans une famille où rien ne marche plus normalement, vous avez l'obligation, n'est-ce pas, la responsabilité de réfléchir, de penser autrement. On ne devrait pas reprocher aux États de l'AES d'avoir réfléchi dans la perspective de s'émanciper, de prendre pleinement en main leur souveraineté entière. Donc, je pense que le Sénégal, de notre point de vue, a plus intérêt à se rapprocher de l'AES que l'inverse. D'abord au niveau de l'espace. Parce que je parle de l'espace économique. Oui. Parce que le Sénégal, je crois que c'est moins de 16 millions d'habitants. Si vous prenez les populations de l'AES, je crois que ça tourne autour de 100 millions d'habitants. C'est un grand espace économique. Du point de vue, n'est-ce pas, des matières stratégiques, je crois qu'il a également l'AES caracole en tête. Du point de vue de, j'ai envie de dire, de la superficie, je crois que l'AES encore caracole en tête du podium. En ce qui concerne les aspects géopolitiques ou bien géostratégiques, là encore, l'AES caracole en tête. Je pense qu'aujourd'hui, ces pays-là ont plus besoin de l'AES que l'inverse. Mais comme nous sommes dans un contexte, nous sommes en Afrique. En Afrique, nous avons l'habitude de gérer nous avons une manière de gérer nos contradictions, sur l'arbre à pas l'arbre, et non par la violence, comme les autres le font, par la violence et la force. Je pense qu'il faut que les nouveaux dirigeants sénégalais, qui ont été missionnés par la CEDEAO de ramener l'AES dans le giron ouest-africain, doivent, de notre point de vue, s'activer. À défaut d'intégrer l'AES, ce qui serait, pour notre point de vue, quelque chose de plus intéressant, mais davantage d'engager une véritable relation de coopération bilatérale avec l'AES, dans la perspective, peut-être à long terme, de pouvoir intégrer désormais cet espace à la fois politique et économique. Nous n'avons aucun intérêt, parce que régulièrement, déjà nous sommes victimes, nos États, j'ai envie de dire, nos États sont victimes des frontières artificielles qui ont été décidées par eux, n'est-ce pas, oui. À Berlin en 1884 et 1885. Je parle de ce fameux, n'est-ce pas, de ce fameux congrès de Berlin. Donc, je pense qu'il est important que ces frontières artificielles disparaissent et que véritablement nous sommes une communauté, non seulement une communauté démographique, anthropologique, sociale, mais que nous sommes également une communauté culturelle, une communauté économique, à l'instar, l'exemple, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Il n'y a pas de frontières. Ils s'entendent, même quand ils ont des contradictions qui peuvent paraître perfides ou alors difficiles. La preuve, dans le contexte de l'arrivée à nouveau de Donald Trump à la Maison-Blanche, Paris, n'est-ce pas, et Londres, qui avait de la peine à s'entendre sur diverses questions majeures, se rapprochent à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il faut préparer le terrain à ce que
n'est-ce pas, si Trump décide de mettre en exécution son projet d'abandonner, n'est-ce pas, l'Union européenne dans son engagement en Ukraine, eh bien, qu'ils soient capables justement de, non seulement de respecter leur engagement de ce côté, mais surtout d'assurer leur sécurité, parce que jusqu'ici, ce sont les États-Unis qui assurent la défense de l'Union européenne. C'est une parenthèse. Pour terminer, je voudrais dire que il faut construire l'avenir de l'Afrique dans une dynamique de solidarité, d'unité politique. Il faut construire l'avenir de l'Afrique dans une dynamique fraternelle. Parce que nous saluons le fait que le travail qui a été amorcé, je veux dire, la ligne, le cap fixé par les États de l'AES, notamment chasser les bases militaires de leur territoire, a fait tache d'huile. Aujourd'hui, le Tchad, qui était considéré par Paris comme étant, n'est-ce pas, une chasse gardée, une sorte, n'est-ce pas, de dernier rempart, a décidé de prendre son destin, sa souveraineté en main en demandant le départ de ces bases-là. Pareil du côté du Sénégal, nous pensons que les choses avancent, c'est tout dans le bon sens. Merci Albert Anatole Aïssi. Henri Atangana, le Sénégal avait déjà été clair sur la question. Il ne rejoindra pas l'AES. Le pays avait d'ailleurs reçu la mission de médiateur pour faire revenir les pays de l'AES au sein de la CEDEAO, ce qui n'a malheureusement pas marché, ce qui pourrait être considéré comme un rétropédalage. Henri Atangana, peut-on y voir une façon de poser le dernier geste justement pour ramener ces pays de l'AES au sein de la CEDEAO après les témoignages qui ont été faits sur le territoire sénégalais rapportant ces refoulements envers les personnes ou encore les ressortissants maliens? Monsieur Atangana, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro s'il vous plaît? Son micro est ouvert, mais on ne le reçoit pas. Vous pouvez y aller, Monsieur Atangana, on vous reçoit. Ok, d'accord. J'étais en train d'expliquer, dire que c'est un dernier geste, c'est sous-estimer le négrier. Le négrier qui s'est transformé en néocolon, qui est aujourd'hui travesti en néocolon. Vous voyez comment on essaie de s'en débarrasser et c'est difficilement possible. Vous avez vu au niveau de l'Afrique de l'Ouest, des États de l'AES, comment c'est très très difficile de s'en débarrasser. Le colon, l'impérialiste a construit son existence par l'hégémonie sur les autres peuples. Et il ne réfléchit pas autrement. Donc c'est une façon de dire que ce n'est pas le dernier geste, c'est un des gestes qui sera d'ailleurs... La Russie l'a constaté. Le jour où la Russie avait signé des accords avec les États-Unis pour éviter la prolifération des armes nucléaires, la prolifération des missiles à longue portée, d'ailleurs Vladimir Poutine le disait dernièrement, que les États-Unis sont de façon unilatérale sont sortis de l'accord des missiles à moyenne portée et à courte portée. Du moment où vous signez le même accord, eux, ils continuent à développer. Parce que les Otaniens c'est leur façon de voir le monde. Leur façon de voir le monde, c'est dominer les autres, exploiter les autres. Et ça existe depuis des siècles. Ça veut dire que, et je dis souvent aux Africains, ne dites jamais le combat est terminé. Non, c'est-à-dire que dès que vous avez fini de combattre une situation, vous vous préparez aux autres attaques. Et c'est la raison pour laquelle l'un des premiers piliers de souveraineté d'un pays, c'est son armée. Si vous n'avez pas d'armée pour vous défendre, vous devenez la proie des impérialistes. Ils viennent, ils vous phagocytent. Et qu'est-ce qu'il se passe en réalité? Actuellement, c'est parce qu'on ne veut pas que ces pays-là deviennent forts. Parce que dès que ces pays-là sont... Triple A est en train de dire que la conférence de Berlin... Mais pourquoi il y a eu la conférence de Berlin au départ? C'est justement pour nous diviser, pour nous affaiblir. Donc au départ, le but était qu'il ne se fasse pas la guerre pour les colonies. Il faut souvent rappeler ça aux gens. C'est qu'il y a eu des guerres en Europe
pour les colonies. Rappelez-vous que Hitler a lancé la Deuxième Guerre mondiale pour récupérer les colonies que l'Allemagne avait perdues. C'était la sanction qu'on a faite à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, c'était de perdre les colonies, notamment d'abord le Cameroun, le Togo et tout ça. Donc la Deuxième Guerre mondiale est lancée pour récupérer ces colonies-là. Vous savez, vous voyez depuis combien de temps nous sommes la mamelle nourricière de tout un peuple. Et se battaient entre eux. En réalité, la conférence de Berlin consiste à dire ne nous battons plus pour ces petits sauvageons-là. Entendons-nous et divisons. Et après les indépendances, on continue. C'est là où je voulais en venir. On ne nous a pas divisés rien qu'après, juste à la conférence de Berlin. Aujourd'hui, le Soudan est divisé en Soudan et Soudan du Sud. Et il y a plusieurs tentatives de balkanisation de certains pays. Dès qu'on sent que vous essayez d'être fort, que vous essayez d'avoir une intégrité, on vous met une rébellion, on vous met qui peut être interne, qui peut être externe. Je ne vais pas citer le nombre de rébellions qu'il y a eu. Donc, ils continuent à essayer de nous diviser. En réalité, c'est pour que nous soyons faibles. Et c'est là la puissance des pays de l'AES. Il faut d'abord se réunir pour faire face aux impérialistes, eux qui feront toujours des assauts, que vous le vouliez ou pas. Ils le feront toujours. Si vous imaginez que vous allez en finir, alors vous n'avez rien compris à la géopolitique mondiale. Donc il faut s'organiser, éviter qu'on se divise, on doit même se réunir de nouveau, et l'embryon naît au niveau des pays de l'AES, et c'est en train de, pour utiliser le mot de triple A, c'est en train de faire tache d'huile. Et c'est probablement le sujet prochain. Cette tache d'huile au Tchad, et on espère dans d'autres pays. D'ailleurs, nous en avions déjà appelé à ça sur ce plateau, à la tache d'huile, c'est-à-dire c'est couper le cordon ombilical. Et c'est la raison pour laquelle je n'aime pas la CEDEAO, parce que c'est une institution créée par le colon. Contrôlée, vous ne pouvez pas faire autrement que créer les institutions qui vous à votre avantage. Vous ne pouvez pas dire, comme le Sénégal dit, oui, voilà, il faut qu'il revienne à la CEDEAO, parce que la CEDEAO, c'est l'institution, c'est l'institution d'intégration sous-régionale. Enfin, j'essaie d'utiliser leur narratif. Attendez, si la CEDEAO avait pour vocation l'intégration sous-régionale, ça se saurait. Okay. Ça fait longtemps que cette intégration aurait été faite. Ça fait longtemps que beaucoup de choses auraient été faites, mais rien n'est fait. Ce n'est pas le but final de la CEDEAO. La CEDEAO a pour but final de garder les pays de l'Afrique de l'Ouest sous un giron. Parce que même le Nigeria, qui en fait partie, on lui a demandé à un certain moment d'abandonner sa monnaie nationale pour prendre le CFA. Donc, c'est des choses qui vont de pair. Si vous essayez d'enlever ça l'un de l'autre en expliquant que non, le Naira, c'est pas vraiment très bien, le CFA empêche l'inflation. Et c'est ça qu'ils nous disent souvent, hein, vous vous souvenez. Madame Bégouté, si vous avez été, comme moi, jeune dans les années, gamin d'ailleurs, dans les années 75, et si vous comparez les prix, si vous saviez ce qu'on pouvait faire avec 10 francs CFA au Cameroun, on pouvait manger un repas avec. Je veux dire que c'était l'argent de poche qu'un enfant avait pour aller à l'école. 10 francs CFA. Alors, quand il y a des gens qui se lèvent pour nous expliquer que le franc CFA contient l'inflation, vous avez envie de dire, ou ils récitent ces mots, ils récitent, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Okay. Ou alors, il y a un problème de fond. Donc, ce n'est pas le dernier assaut. C'est un des assauts. Ce qu'il faut en réalité, c'est continuer à nous unir. Le but du panafricanisme, c'est s'unir pour être fort. C'est ça le but du panafricanisme. Parce que dès qu'on est des pays isolés, on devient faible. Et leur but, c'est de nous fragmenter. Ça, il faut comprendre ça. La nécessité du panafricanisme est l'exigence de l'union pour faire face aux impérialistes. OK. Alors, je sors par là.
Merci à vous Henri Atangana. Nous allons parler à présent de notre sujet principal concernant cette décision du Tchad qui a été rendue publique par le ministère des Affaires étrangères. C'est acté désormais. La France n'est plus seulement en perte de vitesse, mais elle a été déchue du Sahel. Le Tchad vient de prendre la décision de rompre ses accords de défense avec ce pays européen, tout en rappelant que c'était une décision qui marquait un tournant important pour son pays, mais aussi une possibilité de réaffirmer sa souveraineté en Afrique. Albert Anatole a ici le Tchad qui rompt ses rapports de défense, bien sûr, avec la France. Est-ce qu'on s'y attendait après la visite de Jean-Marie Bockel, envoyé spécial d'Emmanuel Macron, qui rappelait encore à quel point les partenaires africains ne voulaient pas du départ de la France de leur territoire? Je crois que là, c'est un pied de nez. J'ai envie de dire une gifle à la diplomatie française. Pourquoi? Parce que ce communiqué ou bien cette décision des autorités tchadiennes intervient dans le contexte de la visite de M. Jean-Noël Barrot, le nouveau patron de la diplomatie française. Oui. Et je crois que c'est quand il était dans l'avion, en route, je crois, pour Djibouti, que c'est en route pour l'Éthiopie, autant pour moi, qu'intervient justement cette décision des autorités tchadiennes. Je crois qu'il faut également saluer cette décision à deux titres. D'abord, que les autorités tchadiennes ont entendu, ont écouté la voix du peuple tchadien, qui demandait depuis très longtemps le départ des militaires et des bases militaires françaises qui sont stationnés au Tchad. Et c'est au minimum, officiellement, 1000, mais nous pensons que c'est plus de 1000 militaires qui sont installés sur plusieurs bases, n'est-ce pas, sur le territoire tchadien, dans le contexte des fameux accords de défense et de sécurité que vous avez convoqués. Est-ce qu'il s'agit d'un pied de nez à M. Jean-Marie Bockel? Je crois que c'est également cela. Parce que M. Jean-Marie Bockel a fait de la communication en prétendant que les partenaires, lorsqu'il parle des partenaires, il ne sait pas de quoi il parle, que les partenaires africains ne veulent pas du départ des militaires français de l'Afrique. On dirait que ce sont ces partenaires qui ont choisi, n'est-ce pas, l'arrivée de ces bases militaires sur le continent africain. Ce qui, déjà, se relève d'un gros mensonge du temps. La troisième chose, se trouve dans le communiqué qui a été rendu officiel, notamment, à savoir, le Tchad ne va pas rompre, n'est-ce pas, ses relations avec ses relations diplomatiques et ses liens d'amitié avec la France, comme ça a été le cas de l'AES. C'est ce qui est écrit dans le communiqué. Donc il ne s'agit pas d'une rupture de relations diplomatiques et des liens d'amitié avec la France. Il s'agit tout simplement pour le Tchad d'exprimer sa souveraineté et qui va lui permettre, ceci va lui permettre de redéfinir, n'est-ce pas, ses choix stratégiques relativement aux priorités nationales, ce qui est également dans le communiqué. Donc, je crois que là, il y a ça. Dans tous les cas, on avance un tout petit peu. Nous avons toujours dénoncé et décrié le fait de la présence de ces bases militaires étrangères en territoire africain parce que, comme l'indiquait hier, fort heureusement, fort opportunément, le président sénégalais, le Sénégal n'a aucune base à l'extérieur du Sénégal. Pourquoi est-ce que les autres devraient avoir des bases militaires chez nous? Comme j'ai également l'habitude de le préciser, les relations internationales sont fondées sur les principes de réciprocité. Alors, c'est ce qui suppose donc que si la France a une base militaire au Sénégal ou bien au Tchad, le Sénégal ou le Tchad devrait également en avoir en France ou en territoire européen, ce qui n'est pas le cas. Je crois que, au même titre que les pays de l'AES, le Tchad, tout comme le Sénégal, soulève les mêmes problématiques, c'est-à-dire les questions liées à la souveraineté.
Je crois qu'après cette décision des autorités tchadiennes intervient, il faut également le préciser, à la célébration de l'espace du 66e anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad. Oui. Je crois qu'il s'agit là d'un bon cadeau que les autorités tchadiennes viennent d'offrir à leur peuple, c'est-à-dire s'engager dans une dynamique de rupture, d'impérialisme militaire sur le territoire tchadien. Il va donc falloir encore aller plus loin, parce que si le Tchad s'est engagé dans une dynamique de redéfinition de ses choix stratégiques en prenant en compte les priorités nationales, cela suppose donc que sa coopération en matière de défense et de sécurité avec la France n'a pas été fructueuse. C'est d'autant que actuellement le Tchad est confronté à la lutte contre aux attaques terroristes. Oui. Je crois que dans le contexte actuel, il n'y a pas très long, il y a environ 2, 3, 4 semaines de cela, le président tchadien était en ligne de front avec son armée pour justement repousser les assauts de Boko Haram. Donc ça veut donc dire qu'en réalité, la présence militaire française de ce côté-là n'a pas apporté les fruits escomptés, les résultats escomptés. En plus, il y a une autre imposture qui pose problème quand même. C'est-à-dire que les militaires français ou européens bénéficient d'un statut d'immunité. C'est-à-dire, quelles que soient les exactions commises, lorsqu'ils sont en opération extérieure, ils bénéficient d'un statut d'immunité. C'est la raison pour laquelle, quels que soient les viols qui leur sont attribués du côté du Mali, de la SCA ou au Congo, eh bien, lorsque ces militaires rentrent chez eux, leurs affaires sont tout simplement classées. Je crois que pour cette raison, il fallait également faire partie de ces soldats, n'est-ce pas, du territoire tchadien. La troisième chose, j'ai l'habitude également de l'invoquer, la présence des militaires étrangers en territoire africain, c'est une insulte à nos armées. Ça donne l'impression qu'il n'y a que les armées françaises et européennes qui sont capables de faire le job et que nos armées qui sont très souvent bien formées, nos militaires qui sont souvent bien formés, bien équipés, ne sont pas capables de faire le job. C'est-à-dire lutter contre le fameux terrorisme, assurer la stabilité de nos États, assurer la sécurité de nos concitoyens. Ça donne l'impression que nos militaires ne sont pas capables de faire le job, ce qui est absolument faux. C'est le temps qu'ils sont payés pour ça. Et en plus, les opérations extérieures françaises sur le continent africain sont payantes par les États bénéficiaires. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est du business. Il faut également le préciser. C'est du business. C'est pour cela que la plupart de ces militaires préfèrent aller régulièrement en opération extérieure que de servir le drapeau en territoire français. Merci Albert Anatole. Ici, on va retrouver Monsieur Djoret, si il est avec nous, Biaka Tedan Djoret, qui, lui, est leader de la plateforme de concertation de la diaspora tchadienne, candidat également aux élections législatives Zone Afrique et coordinateur de l'Alliance panafricaine Umoja Toumaï. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Madone. Bonjour à tous les téléspectateurs de For You Media. Je suis très heureux de pouvoir intervenir ce matin sur vos antennes. Vous allez répondre à quelques questions concernant cette actualité sur le Tchad, avec cette décision qui a été prise et annoncée par le gouvernement tchadien. Dans quel contexte intervient cette décision du 28 novembre 2024, annonçant alors la rupture des accords de coopération militaire de défense avec la France? Alors, je ne vais peut-être pas répéter les éléments de contexte déjà décrits par mon prédécesseur, mais je voudrais simplement dire que Mamadi Idriss Déby Itno a jusqu'à présent eu une posture ambivalente vis-à-vis des relations entre le Tchad et la France. Et cela est certainement à rapprocher, jusqu'en maintenant en tout cas, avec le fait que son papa, Idriss Déby Itno, qui a disparu dans des circonstances non encore élucidées, eh bien, à la suite de ce décès,
il a pris le pouvoir avec la bénédiction d'Emmanuel Macron. Donc, c'est un élément de contexte important, mais on sentait que Mamadi Idriss Déby Itno voulait aller de l'avant dans le cadre, amener un peu d'innovation dans le cadre des relations entre le Tchad et la France. Mais je pense qu'un élément de contexte important, c'est aussi les attaques récentes que l'armée nationale tchadienne a subies dans la région du lac Tchad, parce que jusqu'à présent, cette attaque reste entourée de zones d'ombre. Qui étaient réellement les acteurs de cette offensive, quels étaient leurs objectifs et surtout quels sont les soutiens qu'ils ont pu recevoir. Ces interrogations jusqu'à présent restent sans réponse et soulignent l'urgence en réalité pour le Tchad de consolider sa souveraineté et de se préparer face aux menaces sécuritaires modernes. Je dois relever également que notre plateforme, l'Alliance panafricaine Umoja Toumaï, en symbiose avec le peuple tchadien, avait demandé, il y a plus d'1 an maintenant, que l'armée française puisse quitter le territoire tchadien parce que cela violait notre dignité, notre souveraineté, et parce que quelque part aussi, cela a toujours accompagné les phases de crise politique dans notre pays. Ces armées ont été des grands acteurs au moment de certaines crises. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'ils sont à l'origine, mais en tout cas, nous les avons vus à l'œuvre à tous les moments critiques de notre pays, et nous le peuple tchadien, ne sommes plus d'accord avec la poursuite de cette coopération militaire, en tout cas de ce modèle de coopération militaire avec le Tchad, où il faut une présence militaire sur place, et où cette armée se permet tout, et comme quelqu'un l'a dit, cela n'est plus tenable aujourd'hui, et je suis très fier que cette décision intervienne dans ce contexte. Merci Monsieur Dioret. On reste avec vous. Quel défi, selon vous, dès à présent pour le président Mahamat Idriss Déby Itno dans cette nouvelle phase? On peut la qualifier ainsi, mais aussi quel est le regard que vous portez désormais sur le Tchad, qui a pris cette décision que lui-même juge historique? Alors, dans un premier temps, nous devrons saluer le symbolique. Effectivement, que cette décision intervienne un 28 novembre 2024, 66 ans après la proclamation de la République du Tchad, cela est très fort, cela est source de fierté et d'espoir. Mais il est impératif de ne pas s'arrêter au symbole. Le véritable défi, en fait, réside dans la passation à l'action, et Mamadi Idriss Déby doit s'engager dans la construction d'une armée véritablement nationale, moderne et capable de répondre à de nouvelles aux défis contemporains, notamment en termes de menaces. La rupture ouvre de nouvelles opportunités stratégiques. À mon sens, elle pourrait permettre maintenant, plus que jamais, au Tchad d'adhérer pleinement à l'Alliance des États du Sahel. C'est également notre vœu. L'Alliance panafricaine Umoja Toumaï avait réclamé cela à l'époque déjà au président Mamadi Idriss Déby Itno, et je pense que le terrain est maintenant balisé. Mais au-delà de l'AIS, notre rêve est plus grand. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, il s'agit de voir naître les États-Unis d'Afrique. Ce ne devrait plus être un rêve, il devrait être une réalité pour la génération actuelle, et nous ne devons donc plus attendre que les générations futures s'en occupent. Notre génération, c'est notre devoir de les réaliser, mais je dois aussi relever que les défis sont immenses. Ils s'accompagnent d'opportunités enthousiasmantes. Évidemment, tout d'abord, Mamadi Idriss Déby Itno doit s'entourer de personnes compétentes et partageant une vision panafricaniste claire. Je crois que c'est un des défis les plus urgents pour lui, pour la survie de son système, mais aussi pour que le peuple tchadien puisse être derrière lui.
Cela nécessite de se débarrasser des opportunistes et des rapaces qui gravitent autour de son pouvoir. Il doit s'en rendre compte. Il doit faire en sorte que, évidemment, cette souveraineté s'accompagne de bien-être, de meilleurs vivre ensemble et de justice pour notre pays. La souveraineté doit être donc ancrée dans le quotidien des Tchadiens. Je crois que ça, c'est un défi important. Elle doit devenir une souveraineté populaire, portée par donc une vision collective, un gouvernement en symbiose avec son peuple. C'est seulement en cela que nous pourrons espérer que le pays se remette sur le rail du développement durable et inclusif, parce que au-delà de tout, c'est vrai, il y a notre désir collectif d'être dans les États-Unis d'Afrique, mais pour le quotidien des Tchadiens aujourd'hui, il y a un défi, c'est de relever les conditions de vie des populations. C'est un peu plus de liberté pour s'exprimer, etc. Et ces défis doivent pouvoir être pris en compte immédiatement par le président Mamadi Idriss Itno, afin que ce chemin vers le panafricanisme soit accompagné par le peuple tchadien. J'encourage tous ceux qui partagent sa vision à aller dans ce sens. Merci à vous, Monsieur Dioret, d'être passé par ici. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes leader de la plateforme de concertation de la diaspora tchadienne et prochainement candidat aux législatives Zone Afrique. Merci d'être passé par ici. On retrouve Henri Atangana qui est avec nous depuis le début de ce programme. Du point de vue du contexte de cette rupture sur le plan sécuritaire avec la France, faut-il, Henri Atangana, soupçonner des tentatives de pression sur le Tchad de Paris et considérer cette décision comme la manifestation d'un ras-le-bol ou alors une réponse simplement à ces tensions pour démontrer, justement, comme le dit d'ailleurs le communiqué, que le Tchad devrait rester souverain et libre? Oui, la lecture est un peu compliquée. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le chef d'État du Tchad actuel est le fils du chef d'État, comme on vient de dire, décédé dans des conditions non encore élucidées. Et il a donc assisté au changement de posture de son père, aux différentes postures de son père. On se souvient d'ailleurs qu'il était de plus en plus... Il dénonçait de plus en plus l'interventionnisme néocolonial français. Parce que, c'est pas parce qu'on est contre la France, mais c'est parce que la France était l'ancien colon, l'ancien envahisseur de ces pays-là, de cette zone-là. Parce qu'il y a eu d'autres envahisseurs et négriers et colons d'autres pays occidentaux. On se souvient tous de cette posture-là. Et il va mourir dans des conditions mystérieuses. Quand je l'observais, moi, ça m'a pensé au fils de Kabila. Et puis, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a compris les enjeux? Est-ce qu'il... je ne comprenais pas. Et après, on a assisté à le fait qu'il était adoubé par la France. On se dit quand même qu'à ce moment-là, il y avait encore une emprise de la France sur le Tchad. Elle peut se manifester par quelques exemples. Vous vous souvenez de l'affaire de l'arc de Noé, je pense, où les Tchadiens avaient arrêté des Français qui étaient venus prendre des enfants dans des buts forcément inavoués, des enfants tchadiens. Et vous vous souvenez, et ça m'avait violemment choqué, que Sarkozy avait donné l'ordre qu'on libère ces Français-là, quels que soient les actes qu'ils avaient posés. Alors, quand vous dites que les militaires français ont une immunité, ben vous êtes gentil. Ben, il n'y a pas que des militaires. Il y a le Français n'importe lequel qui arrive au Tchad, qui prend un enfant, il en fait ce qu'il veut, et vous avez le coup d'État, le coup de fil de Sarkozy qui dit vous le libérez ou vous prenez des bombes sur vos têtes. Parce que dans l'affaire de l'arche de Noé, ce n'était pas des militaires. En fait, c'est l'expression de certaines personnes, des impérialistes, qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres peuples.
c'est un exemple qui matérialise le fait qu'il n'y a pas que les militaires qui ont une immunité. Il faut juste être français. Et de préférence, blanc. Si ça, ce n'est pas choquant, je ne sais pas ce qu'il faut d'autre pour être choquant. Je rappelle en passant que pour faire de la géopolitique, pour faire de la politique, il faut avoir une mémoire historique. Si vous n'avez pas de mémoire historique, bah, vous faites du blablabla. Très bien. Donc, M. Déby a assisté à tout ça. J'ai pris juste un exemple en particulier. Et quand il est au pouvoir, on le met. Mais il connaît comment ces gens fonctionnent. Il sait comment les impérialistes fonctionnent. Il sait qu'il va se mettre à genoux et on va taper dessus, quelle que soit la posture qu'il prend. Le moment où il veut se libérer, on va lui taper dessus. Il avait donc intérêt à défaire cette soumission. Très bien, on va l'adouber pour lui dire c'est grâce à nous que tu es là. On va l'adouber en lui rappelant que, tu sais, ton père, il a voulu se libérer, tu sais ce qui lui est arrivé. Et il n'y a pas seulement ton père, mais la liste des gens qui ont voulu la souveraineté totale et l'indépendance, qui ont eu une durée de vie, une espérance de vie très abrégée en Afrique, est longue. Parce que pour eux, vous êtes un sous-homme, et si vous demandez les mêmes droits qu'un homme, on vous élimine. Notre histoire n'est faite que de ça. Très bien. Et après, on a vu M. Déby aller en Russie. Et d'ailleurs, certains analystes ont interprété ça comme une ambiguïté, parce qu'on ne comprenait pas. En même temps, je me demandais si ce n'était pas de l'habileté. C'est quand vous êtes devant un adversaire, est-ce que c'est toujours bien de lui montrer vos forces et faiblesses? Est-ce que c'est parce que puisque vous montrez vos forces, il prépare vos attaques? Et on a l'impression à ce moment, à la vue de ce qu'il y a, c'est qu'il a, il a attendu le moment opportun pour se découvrir et qu'il a essayé de préparer le terrain pour savoir à quel moment il se découvre. J'ai l'impression quand on voit le communiqué qui est fait aujourd'hui, qu'il préparait le moment pour pouvoir dire, et il a préparé de façon d'ailleurs à ce que l'annonce coïncide avec un événement historique, ce qui est du point de vue de la communication politique très bien. D'ailleurs, tout le monde applaudit. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que j'ai l'impression qu'il préparait son coup de pluie et qu'il avait pris conscience du fait qu'il allait sortir de là, mais qu'il a décidé d'être un peu comme son homologue et père politique, M. Paul Biya, c'est-à-dire parler peu, même si la comparaison s'arrête là. Mais essayer d'agir au bon moment. Parce que dès que vous vous dévoilez avec les impérialistes, vous prenez des coups. D'ailleurs, vous voyez, ils viennent souvent chez nous nous demander à quel moment il y aura des élections, qui va se présenter, voilà, ils veulent tout savoir. Et lui, il a compris qu'il faut parler peu. Donc, je ne suis pas trop surpris. Soit c'est quelqu'un d'intelligent, et c'est normal ce qui arrive, c'était une posture pour essayer de ne pas trop se dévoiler, soit alors il était vraiment ambigu et il s'est vraiment positionné. Moi, je pense qu'il n'était pas ambigu, mais que c'était plutôt une posture pour essayer de prendre à contre-pied l'impérialisme qui en fait est un ennemi. Et je pense d'ailleurs que cette ambiguïté, c'est ça qui a motivé les sorties des gens comme M. Bockel. Parce que quand il sort, c'est une sortie qui dit oui, ils ont besoin de nous, ils se disent pas, il fait le tour des présidents pour qu'on lui confirme que la France va continuer à avoir les rapports parce qu'ils étaient déjà inquiétés par ce qui arrivait dans les États de l'Alliance du Sahel. Et ils font ces sorties médiatiques qui sont aussi des manipulations médiatiques. Mais que j'ai l'impression que le petit Déby savait où il allait. En ce sens, franchement, moi j'ai besoin d'applaudir. En tout cas, ce que je vois, ce qu'il fait là, il m'a épaté du point de vue de la mise en œuvre de son schéma. Il ne s'est pas dévoilé. Quand il est déjà
installé, il a fait fort. Et maintenant, je crois qu'il va développer son armée, forcément. Il va développer son armée. Qu'entendons-nous par développement de l'armée, entendons-nous? C'est la possibilité d'acheter les armes. Pour ceux qui ne connaissent pas le monde des armes, le monde militaire, on ne vend pas les armes parce qu'on a l'argent. Si vous voulez acheter des armes fabriquées par un pays de l'OTAN, vous aurez besoin de la permission de l'OTAN. Voilà. Et ce que je dis, je le dis parce que je connais ce monde dans lequel j'ai travaillé. Et je sais comment ça se passe. Je précise, vous ne pouvez pas venir en Belgique ici pour dire que vous allez acheter le fusil d'assaut léger. Vous aurez besoin de la permission de l'État parce que ça, c'est déjà un projet militaire. Donc, et ils ont mis nos pays en impossibilité de pouvoir nous armer. Ok. C'est important de comprendre ça. Parce que quand on dit souvent que nos armées sont faibles, c'est faux. Nos armées n'ont pas les armes. Voilà. Et c'est parce que nos armées n'ont pas les armes qu'on ne parvient pas. Et aujourd'hui, ce que j'appelle souvent fenêtre géopolitique, c'est que vous avez un pays comme la Russie qui nous donne la possibilité de nous armer. Et c'est ça que j'appelle la fenêtre géopolitique. Pourquoi je parle de fenêtre géopolitique? Parce qu'il y a un mot que vous entendez souvent qui dit espace réservé de la France. C'est-à-dire que les puissances se disaient, bon, moi je n'interviens pas dans l'espace réservé de la France. C'est ça qui se passait avant. Ça veut dire que quand vous étiez par exemple un pays de l'espace France, vous étiez obligé d'acheter des armes dans les pays de la zone OTAN. Quand vous voulez aller ailleurs, ben, l'ambassade de France en Russie ou en Corée disait, mais écoutez, c'est notre espace réservé, vous ne devez pas y aller. Et on contrôlait donc les armes que nous pouvons avoir. Et on nous disait, quand vous avez un conflit, on vous enverra nos militaires vous protéger. Et quand vous n'aviez pas de conflit, on les créait. Je sors par là parce que je sens votre impatience à reprendre l'antenne. Merci à vous, Monsieur Henri Atangana, pour votre réaction. Nous avons ouvert le standard et ceux qui nous regardent et nous écoutent peuvent désormais réagir à ces actualités que nous avons mis sur la table. Nous sommes en compagnie de Kofi qui est au standard. Bonjour et bienvenue. Donc, bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur Henri Atangana. Bonjour monsieur Albert Aïssi. Madame, je voudrais vous dire merci. Vous et vos standards et les techniciens vous disent merci parce que si nous sommes à ce sujet aujourd'hui, je pense que monsieur Albert Aïssi peut être témoin de l'émission d'hier. L'émission d'hier que For You Media a fait, que M. Albert et M. le docteur Nyantimba ont intervenu, je pense que le gouvernement cadien a compris cela. Je pense que le gouvernement cadien a compris cela. Donc, si aujourd'hui le président cadien et le gouvernement cadien, le peuple cadien prennent les responsabilités et rompent l'accord militaire entre le Tchad et la France, nous applaudissons avec nos deux mains et nous félicitons ça. On s'en rend compte que les présidents qui ont des tenues militaires, moi je ne peux pas être un président, je suis militaire, je suis président de la République, et puis un petit militaire va me donner des ordres. Je pense que le président cadien qui est militaire s'est rendu compte que lui-même il est militaire et qu'il ne devrait pas recevoir des ordres des militaires. Donc, l'accord rompu avec la France, nous saluons le président cadien. Je lui rappelle que c'est l'armée française et c'est la France qui a tué son père. Je lui rappelle cela. Je lui rappelle cela, que c'est la France qui a été, comme on appelle, au projet, qui a assassiné son père. Donc, qu'il prenne sa responsabilité. Il prend sa responsabilité pour charger l'armée française au Tchad. Nous sommes avec lui. S'il prend cette décision, toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine avec lui. Et le jour où la France
dit que parce qu'il a été chassé du Tchad et qu'il va aller faire la guerre au Tchad, il n'a qu'à faire appel à la population africaine. Nous allons nous rendre au Tchad. Parce que trop c'est trop, madame. Trop c'est trop. On ne peut pas laisser la France nous humilier. Or, quand il était humilié par les Allemands, c'est nous on a parti le faire libérer. Je ne veux pas oublier ça. Donc la France qui a été libérée par les Africains, il ne peut pas venir aujourd'hui dire que lui, il est chef des Africains. Ce n'est pas possible, madame. Donc, comme on appelle la décision que le président tchadien a prise de rompre l'accord militaire avec la France, nous sommes d'accord. Nous adhérons à ce projet-là. Nous sommes entièrement d'accord à 100%. Mais il reste une chose. On va lui faire confiance quand on va voir l'armée française en train de faire son bagage et quitter le Tchad. Pour le moment, l'accord qui a été dit verbalement, si les actions n'ont pas suivi, nous, on ne peut pas accorder 100% notre confiance. C'est vrai, on a salué l'action, mais on veut voir que les soldats français ont plié leurs bagages comme ils ont plié au Mali, ont plié leurs bagages comme ils ont plié au Burkina, ont plié leurs bagages comme ils ont plié au Niger. C'est à ce moment-là, nous, on va vraiment lui donner son grade général et son grade militaire. Parce qu'on ne peut pas être militaire et puis on va prendre les ordres par soit un caporal, parce que lui, il est général. Mais quand c'est un Français, même s'il est capitaine ou bien il est colonel, c'est-à-dire qu'il se voit supérieur à celui du général. Donc, nous voulons voir l'armée française quitter au Tchad et que, c'est à ce moment-là, nous allons venir lui dire notre mot de feu et merci pour la fin de son projet. Sinon, à ce moment, nous sommes d'accord avec l'accord rompu, mais on veut voir les actions suivre. On veut voir les actions suivre. Comme le Mali l'a fait, le Burkina l'a fait, le Niger l'a fait. C'est ce qui reste. Voilà. Donc, madame, je voulais saluer M. Atangana, lui dire merci. Je voulais saluer aussi M. Albert, lui dire merci. Les techniciens, leur dire merci. Et madame, il faut dire que vous êtes la nouvelle. Venez sur For You Media. Tu es là il y a longtemps, mais c'est maintenant que tu fais les émissions avec nous. Ton nom nous échappe. Donc, souvent, avant d'abord de commencer l'émission, il faut nous rappeler votre nom pour que on puisse vraiment t'appeler par ton nom et te saluer. Madame, sois remerciée. Merci pour tout ce que For You Media fait pour les Africains. Merci. Et Monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire. La victoire, on l'a déjà gagnée. Merci. Merci à vous, Monsieur Kofi, depuis la Côte d'Ivoire. On continue au standard avant de retourner sur le plateau. Notre appelant au téléphone. Allô, bonjour. Vous êtes en direct. Bonjour. D'accord, d'accord. Je suis le jeune africaniste de Côte d'Ivoire. Je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonjour, bonjour, bonjour madame. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Bon, pour commencer, je dis d'abord félicitations et bravo au président tchadien. Bravo, bravo, bravo et bravo. J'ai fini de dire cela et puis maintenant je viens lui dire qu'il soit très prudent. Qu'il soit très, très prudent. Parce que le combat qu'on mène, c'est un combat très fort. Voilà. C'est un combat très fort. Quand je vois les commentaires de l'Afrique, et quand je vois d'autres commentaires qui disent pourquoi la France? Pourquoi la France? Non! Nous, on n'a pas dit on n'aime pas les Français. On dit on n'aime pas la politique française. Que les bases militaires françaises quittent l'Afrique. En fait, les gens ne comprennent pas le combat qu'on fait. Je dis merci beaucoup au président tchadien pour pouvoir ouvrir les yeux des présidents qui ont fait 30 ans au pouvoir. Les présidents qui ont fait 20 ans au pouvoir. Les présidents qui ont fait 10 ans au pouvoir. Je lui dis beaucoup merci d'avoir ouvert les yeux. La responsabilité. Mais qu'il fasse très, 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 très attention. Parce que l'ennemi n'est pas très loin. L'ennemi n'est pas très loin. C'est ce que j'ai dit. Nos francs CFA est fabriqué en France. Donc,
On ne sait pas combien de nombre de billets on fabrique pour corrompre les terroristes. On peut fabriquer 10 000 billets, 10 000 milliards de billets. On peut donner ces gens de caisses aux terroristes, allez-y attaquer. Donc, eux, ils sont derrière. Mais ces terroristes, ils ont les armes là où? Ils trouvent les armes là où? Qui les fournissent les armes? Un terroriste ne fabrique pas une arme. On a les partenaires qui est la France, et puis les terroristes viennent attaquer. Ils sont là, c'est pourquoi? En fait, le combat qu'on mène, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas les Français. Et quand on parle de cela, il faudrait que les gens entendent normalement. On ne discute pas, on dit les bases françaises quittent l'Afrique. Nous-mêmes, on peut prendre notre responsabilité. On a le plein droit de choisir qui on veut. Si tu mets des pièges dans ta maison, que les pièges, tu vois que quelqu'un évite les pièges, tu envoies un chat qui peut poursuivre les souris. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'a pas dit on n'aime pas les Français. Donc je lui dis beaucoup merci, mais qu'il soit prudent. Qu'il soit prudent. En tout cas, merci et félicitations à Foyer Média. Je pense que l'Afrique, afin qu'ils vous écoutent, votre émission maintenant prend de l'ampleur. En tout cas, merci surtout au directeur qui a eu cette idée et qui a mis cette émission en place pour pouvoir permettre à toute la jeunesse de l'Afrique de pouvoir s'exprimer. Pas dans la violence, mais dans la liberté de l'expression. En tout cas, merci à vous. Vive la démocratie et vive l'Afrique, vive Foyer Média. Merci à vous et bonne émission à vous, que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci. Merci à vous également, votre fidélité. Elle nous honore. On continue au standard, au téléphone. Allô, bonjour. On va donc retourner au standard tout à l'heure. Je pense que monsieur au téléphone, allô, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bonjour, madame. Donc, il s'agit de M. Omar Hama depuis Agadez, Niger. Ne vous réécoutez pas, à vous dire que nous sommes en direct. Oui, donc... On a été obligé de se séparer de notre appelant et puis notre qui est avec nous. Ne vous réécoutez surtout pas, éteignez votre poste récepteur. Allez-y, vous êtes en direct. Bonjour et bienvenue. Alors, merci. Merci, madame le ministre. Les 2 ans que tu as dit après, là, vraiment, c'est bien fait, mais il a été un peu en retard. Je ne sais pas si vous avez rappelé là, le moment où on a parti, le président tchadien allait à France et en Haïti, il y a quelques mois là, comme ça là. Après le retour là, la France a envoyé avec le président tchadien pour demander pourquoi il a envoyé tous les textes pour faire installer le président tchadien, donc il ne peut pas retourner, aller avoir la République. Merci à vous pour votre point de vue. C'est vrai qu'elle est très instable, la connexion avec nos appelants ce matin, mais nous avons Marc au téléphone. Bonjour et bienvenue à vous. Je voudrais vous dire bonjour ce matin, dire bonjour à 3A, dire bonjour à M. Tangana et à l'intervenant du cadre. Et je voudrais remercier le call center de m'avoir donné, en tout cas, l'occasion de m'exprimer sur cet important thème de ce matin. Ce que je voudrais dire, c'est que, vu tout ce qui s'est passé au Tchad,
depuis plus de 66 ans, avec la manipulation militaire jusqu'à Gougouni Odei, en passant par Hissène Habré. Je crois que notre jeune militaire qui est aujourd'hui au pouvoir, notre jeune général qui est au pouvoir aujourd'hui au Tchad, a pris la bonne décision pour son peuple. Surtout, étant un combattant avec son père au Mali, au temps où les djihadistes ont attaqué le Sahel jusqu'à les repousser dans les Ifogas, je crois bien qu'il est au parfum de tout ce qui s'est passé à cet instant-là. Et je remercie le service de renseignement du Tchad d'avoir fait son travail. Et la décision qu'il a prise aujourd'hui va, en tout cas, dans le bon sens pour tous les Africains qui veulent la liberté afin de se développer. Pouvons-nous rester, madame, dans cet état où nous sommes en Afrique, surtout l'Afrique noire, où les nègres sont aujourd'hui déshumanisés par ces hommes qui ont pris nos États en otage, où nous sommes seulement que leur objet. Pour eux, nous ne sommes pas des hommes qui devons avoir ces ressources afin que nous puissions en bénéficier et que c'est eux qui doivent bénéficier. Et c'est pour cela que je remercie le président Déby d'avoir pris cette Mahamat Déby, d'avoir pris cette décision qui est vraiment une décision primordiale pour la survie de notre peuple. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de dire et toutes les analyses que vous êtes en train de faire ce matin à propos de cette grande décision. Maintenant, ce que nous attendons, c'est de pouvoir maintenant faire appliquer cette décision afin que toutes les armées, jusqu'à près de 9 ou 10 balles, je ne sais pas, au Tchad, que font-ils là-bas? Qu'est-ce qu'ils font sur notre territoire pour que nous ne puissions pas être libres et à chaque moment changer à la tête de nos États, nos leaders qui doivent faire ce qu'il y a de bon pour nous. Nous ne nous occupons pas de leur politique là où ils sont. Mais pourquoi ils veulent toujours nous faire changer des leaders à la tête de nos nations? C'est pour cela que j'ai toujours prôné que les militaires prennent le pouvoir dans nos États francophones. Les militaires, pas n'importe lequel, mais des militaires patriotes. Pas comme celui du Gabon ou même celui de la Guinée, qu'aujourd'hui nous ne voyons pas, en tout cas, dans quelle voie cela nous conduise. Merci beaucoup ce matin pour vos analyses. Je voudrais rendre hommage ce matin au président Déby et lui dire merci. Nous le soutenons et je demande aux États du Sahel aujourd'hui, qui sont à la pointe de cette libération, puissent aujourd'hui s'exprimer pour le soutenir dans cette décision. Merci beaucoup. Je m'arrête là et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci d'être passé par ici. Fidèles téléspectateurs, à présent on va au Niger avec un autre appelant. Bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour madame. Je m'appelle Omar Hamma depuis Agadez, Niger. Je suis fier de votre télé. Vraiment, ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup attiré. Et aujourd'hui, si vous avez vu que les Africains ont commencé à se révolter, c'est grâce à votre détermination des journalistes. Parce que vous faites preuve que vous êtes Africains. Et parmi vous, nous vous souhaitons toujours une bonne réussite et que vous continuez dans ce sens. Je vous assure que la révolte aujourd'hui des Nigériens et des Tchadiens, c'est grâce à ce genre de télé panafricanistes. Et grâce à votre détermination, vous les journalistes.
Parce que d'un journaliste, il y a ce qu'on appelle journaliste et ce qu'on appelle faucon. Ça, on connaît. Vous le connaissez plus que moi. Et moi, je vous souhaite une longue vie et je vous souhaite du succès. Et je souhaite à ce que les personnels passent toujours en bonne santé pour qu'ils puissent aider et puissent éveiller encore l'esprit des Africains. Aujourd'hui, avant-hier, c'était Mali. Hier, Niger, Burkina. Aujourd'hui, c'est le Tchad. Demain, Inch'Allah, il y aura un autre pays. Si vous continuez comme ça. Et madame, je vous souhaite une longue vie, une longue durée dans vos carrières et qu'Allah, le Tout-Puissant Dieu, vous protège de ces inhumains, quoi. Surtout, merci, grand frère qui a un chapeau, je ne connais pas son nom. Vraiment, vous me plaisez plus. C'est des gens comme vous là qu'on doit avoir à la tête d'une institution africaine. Par exemple, vous devrez représenter aujourd'hui un pays africain au niveau de notre siège de l'OIA, si l'OIA se respecte. Parce que vraiment, vous êtes déterminés à défendre les Africains. Nous vous remercions. Je suis d'Agadez, au Niger, et à 1000 km de Niamey. Donc, je vous suis chaque matin. Et merci pour ce que vous faites, grand frère. Merci pour ce que vous faites. Grand frère, s'il vous plaît, il ne faut pas nous trahir, grand frère. Il ne faut pas être comme les autres, qui à la dernière minute, ils nous ont trahis, ils ont abandonné l'Afrique. Et je sais que vous n'êtes pas parmi eux. Madame, merci à vous. Merci, grand frère, for you, lui qui me regarde. Merci et je vous souhaite bonne chance et bonne réussite. Amine, merci infiniment pour vos souhaits et puis votre soutien. On reste au téléphone réalisation avec un autre appel pour poursuivre dans ce programme. Et Peter est avec nous ce matin. Bonjour, bienvenue. Monsieur Eddy Peter, vous êtes en direct. Bienvenue. Bonjour à vos invités, Monsieur Atagana. J'ai entendu également d'autres personnes, Dr Sango. Voilà, je vais donner mon point de vue. Je m'intéresse aux deux thématiques. On peut dire que le Tchad vient d'obtenir, est en train d'obtenir sa souveraineté maintenant, après 66 ans quand même d'esclavage et de maintenance, je peux appeler ça comme ça. Elle a décidé enfin de couper les chaînes, et pas n'importe lesquelles, parce que on connaît bien l'histoire du Grand Soudan et du Tchad avec son fameux Fort Lamy, qui était un peu le point de repère du colon français dans toute l'Afrique subsaharienne. Et là, ça fait un gros tourou de Quai d'Orsay, parce qu'on se pose des questions de savoir si on n'a vraiment pas perdu l'Afrique. Quand je dis l'Afrique, on parle de la zone sahélienne qu'elle contrôlait depuis plus de 100 ans, où elle espérait faire de ça sa réserve de ressources énergétiques et minières pour de longs siècles face à ses rivaux européens. Je me souviens également que M. Poutine avait dit dans un discours il y a quelques années qu'il n'a pas besoin de lancer une bombe sur Paris, il suffit simplement de libérer toutes ces colonies pour que la France rétrograde jusqu'à la 20e place. Et je pense que c'est, pour utiliser l'expression de beaucoup d'internautes, c'est en cours de téléchargement. Et que ceux qui ont de clés à grand giga puissent débrancher pour pouvoir voir ça en direct. Parce que dans très peu de temps, cette France va plier genou. Quand bien même elle essaie de s'approcher sur 3 pays clés, Sénégal, Côte d'Ivoire et Bénin, rassurez-vous, ça ne va pas tarder l'effet boomerang sur ces pays encore réticents, bien entendu, parce que à leur tête se trouvent encore des petits chiots bien nourris, bien grattés et qui constituent des vétérinaires, contrairement aux autres qui sont, comme on peut appeler, des chiens de rue. Excusez-moi de l'expression, c'est pas pour les institutions, mais ce sont des chiens de liberté. À qui, lorsque tu essaies d'appeler, je regarde comme ça, ils continuent son chemin. C'est-à-dire, aujourd'hui, la France peut appeler le Mali comme son pays beaucoup. Elle peut appeler le Burkina, le Niger, et maintenant, elle ne pourra plus appeler le Tchad comme elle le faisait auparavant, ou le Tchad, ou, excusez-moi, où ses dirigeants courent sur les Champs-Élysées ou les lieux pour venir saluer le président français, que ce soit Macron ou celui qui sera, right. Donc, nous assistons à quelque chose de très grandiose, parce que, comme je dis,
le point stratégique, géostratégique français, c'est le Tchad. Si demain, les 3 bases qui sont, 4 bases qui sont dans ce pays détombent, ça veut dire que la France n'aura plus jamais le contrôle du Sahel et va se retrouver vraiment dans une forme d'isolation. Et même si elle va rester sur les côtes ouest, c'est-à-dire du Bénin, du Côte d'Ivoire, peut-être même encore le Sénégal aussi, parce que j'ai dit que ce duo sénégalais que les gens critiquent à tort et à travers, moi je dis toujours que je garde un esprit observateur, parce que je ne peux pas vendre la peau du loup et puis après me retrouver dans une confusion lorsque j'aurais dit quelque chose, parce que j'observe attentivement ce que ces deux personnes sont en train de faire, parce qu'ils ne sont pas militaires, ils sont des civils, et ils essaient de faire de leur mieux pour plonger ce qu'est lancé dans une sorte de comment on peut appeler ça, d'engouement. Ben, demain, vous allez voir, ils vont retourner violemment leur veste et se retourner contre la France, mais avec l'appui du peuple. Parce que je pense que c'est une stratégie aussi qu'ils sont en train d'adopter. On verra la suite. Rassurons-nous, je ne les juge pas, même s'ils ont des petits poids comme ce qui s'est passé avant-hier, qui a été vite fait résolu. Mais je pense qu'ils ne sont pas encore dans une mode de trahison, sinon ils vont se retrouver isolés face à tous les Africains subsahariens, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus des tropiques ou dans les tropiques. Ok. Donc, vous voyez, on peut saluer le président Déby. Et comme j'avais dit que ce monsieur attendait d'abord que les législatives puissent se passer pour pouvoir prendre de grandes décisions, et je pense qu'il soit la France le fait accomplir par rapport à la décision du peuple, c'est-à-dire des élus du peuple. Donc là, Paris va maintenant chercher à renégocier quelque chose pour sauver la place, mais ce serait trop tard parce que je vous ai dit qu'on ne rencontre pas M. Poutine et venir reculer sa veste, qui sera puni sévèrement. Donc il en est conscient. Et je suppose que dans sa rencontre avec M. Poutine, il y a dû avoir des discussions constructives pour la survie et la sauvegarde de la souveraineté tchadienne. Et ça, il a très bien compris. Donc, ça veut dire qu'il a franchi un grand pas de courageux guerrier. Et nous lui souhaitons vraiment le bonheur possible pour la suite des événements, parce que ça ne va pas finir par là. Et j'ai dit que Paris, si tu le chasses brutalement, eh bien, il va se faire la guerre jusqu'à la fin des temps. Un peu comme ce qu'ils sont en train de faire avec le Mali, le Burkina et le Niger. Ils n'ont pas encore fini. Aujourd'hui, c'est un peu la calmie, mais ils vont passer à l'offensive. Parce que pour eux, il est hors de question de perdre le précaré là. Le Tchad représente quelque chose de très fort pour elle. Alors, si elle perd le Tchad, elle n'aura plus jamais le coup de franche sur ce qu'elle faisait en République de Centrafrique. Ça veut dire quoi? Que les rebelles centrafricains qui encore mainmise sur certaines zones vont devoir plier les Chines parce qu'ils n'auront plus de soutien en logistique venant de zones là où les militaires français sont qui leur donnent des informations. Donc vous voyez, c'est quelque chose de catastrophique. Et on dit vive le Tchad. Espérons voir que vraiment le projet de l'AES va vraiment s'agrandir dans cette zone et on aura vraiment une nation forte. Quelqu'un avait dit comme ça une fois, un de vos invités, que nous tendons vers les États-Unis d'Afrique. Ça va commencer d'abord par des petits États, un peu comme les USA ont commencé à se reconstruire avant d'avoir l'accord du Texas et de la Californie. C'est exactement comme ça que ça va se passer en Afrique, petit à petit, dans un fait son lit. Donc, on commence par l'AES, et après, ça va prendre l'Afrique centrale, qu'on appelle la zone CEAC, qui vont prendre conscience que l'Union fait la force, et ça deviendra un État fort. C'est la crainte des États-Unis. Ce qu'ils ont craint avec Kadhafi, et bien cette fois-ci, ce n'est plus l'époque de Kadhafi. Nous sommes à l'époque du monde multipolaire avec comme force principale China, Russia. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui ces pays sont dans des accords de coopération gagnant-gagnant, je dirais du même militaire avec Russia, ça veut dire que la Russie serait capable de pouvoir aider ces pays à se défendre, un peu comme ce qui s'est passé avant-hier avec les Houthis. Poutine a fourni des informations satellitaires pour que les Houthis bombardent un bateau anglais, ce qui a fait que la Grande-Bretagne a demandé à Poutine pourquoi tu fournis des informations. C'est un peu comme ça que nous allons fonctionner maintenant. C'est-à-dire que tous ceux qui se disent terroristes vont grincer des dents parce que non seulement ils n'auront plus d'informations des pays ennemis qui les nourrissent et qui les entretiennent, parce qu'ils vont se faire mater comme des petites fourmis, pulvérisées. Mais en plus, ils vont pouvoir désigner qui sont les auteurs. Parce que généralement,
quand tu entretiens un groupe pour terroriser un pays parce que tu veux faire un peu comme ils ont fait à l'Azawad, comme ils ont fait au Tchad, comme ils ont fait à SCA, eh bien, si ceux-ci ne sont plus alimentés, bien, ils vont se retourner contre. Et ils sont même capables de faire reddition avec le pays en place et maintenant s'attaquer à ceux qui les ont nourris pour dire que vous nous avez trahis. Et on va assister à des attentats un peu partout dans les pays européens qui auront participé à la déstabilisation de l'Afrique. Et c'est un peu ce qui va arriver. Mais comme je dis, même un de vos invités l'a dit, les États-Unis sont une nation, excusez-moi, très stratégique. S'ils sentent que ça tourne au vinaigre, mais je vous assure qu'ils vont enlever le pied et laisser les autres pays européens se débrouiller seuls, parce que eux, ils ont une lecture géopolitique du monde. Aujourd'hui, ils sont en train de regarder que la Chine est montée en haute puissance économique et que la Russie est montée en haute puissance militaire. Donc, s'ils sentent que l'Ukraine est tombée, a capitulé, ça va changer la donne géopolitique du monde et les États-Unis ne vont plus faire le diktat comme ils allaient faire au temps de Kadhafi, etc. Mais ils vont plutôt faire des coopérations, des négociations gagnant-gagnant. Et vous allez voir, et c'est ça qui doit se passer en RDC. Et ça va permettre vraiment un équilibre du monde, parce que si la RDC est libérée, je vous assure que tous ces pays-là qui font le gros dos, qui gonflent comme le crapaud, là, je vous assure, comme je l'ai dit hier, notre âme à nous, c'est pas la bombe atomique. Nous n'en avons pas. Nous avons nos ressources. À partir de là, si nous imposons une dictature en disant que désormais le cobalt est transformé en RDC, plus de cobalt emmené en machin, nous le transformons en produit fini ou semi-fini et vous l'achetez au prix de la cour du cours mondial, c'est-à-dire la bourse de Londres ou de Tokyo, je ne sais pas, n'importe laquelle, right? Mais il y aura un respect, ils vont considérer les Africains maintenant comme des êtres, parce que nous, pour l'instant, nous sommes comme des animals, right? Et c'est ça qui est l'équilibre de force. On n'a pas de bombe, mais on a une force. On a nos ressources dont ils ont besoin. Que ce soit China, que ce soit les pays du dragon, etc. Ils ont besoin de nos ressources. Si nous arrivons à pouvoir les transformer sur place avec de bonnes coopérations comme ce que propose Russia, ben je vous assure que le monde va changer de paradis. Ils vont respecter les Africains. Maintenant, pour revenir à le deuxième sujet, en parlant de Netanyahou, M. Macron a démontré en longue vision que la CPI n'est que, comment on appelle ça, une pâte à modeler. Donc, on la façonne à l'avantage de ceux qui imposent le diktat dans le monde. M. Netanyahou, c'est criminel, qui est blanchi par la France, alors que l'Israël n'est pas membre de la CPI, tout comme la Russie. Mais par contre, on lui donne une immunité et pour Poutine, on dit arrêtez-le là où il part. Il a été au Kazakhstan, rien à faire, rien ne s'est passé. Alors ça veut dire que cette CPI va être disloquée. Et si la CPI est disloquée, eh bien, il y aura un conseil extraordinaire de sécurité au niveau de l'ONU pour revoir un peu quel est le fonctionnement de l'ONU. Est-ce que l'ONU est faite véritablement pour la paix dans le monde ou elle a été conçue spécialement pour assurer les intérêts des puissances nucléaires? Ça, c'est la grande question. Parce que pour moi, ça ne sert à rien. Bon, nous avons une Union africaine que j'appelle Désordre africain, qui est là, observateur. Quand elle veut parler, on dit hey, on vous donne plus de l'argent là. Alors il croise les bras, il se tait. Un de vos invités a souligné hier que comment se fait-il qu'on ait mis en place une force de renseignement en Afrique, mais elle est incapable de pouvoir fournir des renseignements aux pays agressés de comment fonctionnent les terroristes. Ça aussi, c'est une question qu'on doit continuer à se poser. Faute de quoi, on dissout l'Union africaine. Et moi, je dis, je prends le pot des États-Unis d'Afrique. Et c'est en train de comment on dit ça, embryonner. Mais d'ici 10 ans, il y aura plusieurs parties de l'Afrique qui vont se constituer en État. C'est-à-dire, on aura l'État du Sahel, on aura l'État de l'Afrique centrale, même si le Rwanda essaie de faire le petit d'un temps, mais il va finir par céder parce qu'il ne voit rien si la RDC devient un État constituant les États-Unis d'Afrique centrale, y compris l'Angola. Et là, je vous assure qu'ils vont nous respecter. Parce que cette force, excusez-moi, je vais terminer par là, nous avons toutes les ressources énergétiques en Angola, en parlant le pétrole, le gaz, Cameroun, pétrole, le gaz, Guinée-Équatoriale, pétrole, le gaz, Gabon, pétrole, Congo, pétrole, Tchad, pétrole, gaz, pétrole, Cameroun, terre rare, RDC, terre rare. Ben, regardez un peu, Madame Legoudé, ça c'est une force, c'est une puissance économique qui est en naissance. Nous avons des gens hyper intelligents, malheureusement, qui sont à l'étranger à cause de la mauvaise gouvernance des clients que l'Occident a placés. Mais quand on aura des gens qui sont nationalistes africains, qui pensent africains, je vous assure
la peur qu'ils avaient contre les dragons de l'Asie. Et c'est cette peur qui va être active maintenant en Afrique, parce que Poutine dit, et Xi Jinping même l'a dit, peut-être que les gens ne savent pas, ils ont dit que l'Europe sera en déclin. Il faut développer l'Afrique pour qu'il y ait une classe moyenne afin de payer et acheter leurs produits. De sorte que si l'Europe fait du boycott, eh bien l'Afrique sera un support avec 1,4 milliard d'habitants. On suppose 400 millions qui représentent la population européenne qui est à la classe moyenne. Mais la Chine se frotte les mains, elle n'a plus besoin de dépendre du chantage de l'Europe. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye. Merci beaucoup à vous aussi, Eddie Peter, d'être passé par ici. Nous allons peut-être accorder un dernier appelant avant le dernier tour de table sur ce plateau. Y a-t-il quelqu'un au standard? Si oui, un appel depuis les États-Unis. Allô, bonjour. Bonjour madame, bonjour à vos invités, bonjour à tous les panafricanistes. Je suis Vincent Kameni, j'appelle de Washington DC aux États-Unis. Il faut dire que de prime abord, il faut déjà dire merci, n'est-ce pas, au président Déby pour la décision qu'il vient de prendre, n'est-ce pas, de couper, n'est-ce pas, la coopération avec la France. Mais pour ceux qui suivent, n'est-ce pas, la géopolitique africaine, notamment au Tchad, doivent savoir que, n'est-ce pas, cette décision était presque, pour ceux qui regardent de près, savaient que cette décision devait arriver. Vous vous rappelez quand il y a eu, n'est-ce pas, cette attaque de Boko Haram au Tchad et que on a tué plus de 40 soldats tchadiens, alors qu'il y a toutes ces bases françaises au Tchad. Et le président Déby est allé au front pour pourchasser, n'est-ce pas, cette bande de terroristes-là. Et quand il est revenu, il a fait une sortie où il a parlé à ses compatriotes pour leur dire, parce que les gens étaient inquiets et quand on lui disait que c'est comme ça que ton papa avait été tué parce qu'il est allé au front, donc on avait inquiet pour lui. Et il a laissé un message là que si vous avez écouté ce qu'il a dit, vous devez savoir que il s'est dit, je suis sacrifié et c'est bon, parce qu'il a dit à ses compatriotes, oui, je comprends que vous avez peur pour ma personne, mais ça ne sert à rien d'avoir peur pour ma personne parce que aller au front, on peut mourir là-bas comme on peut mourir ici. On peut être même dans sa chambre, on meurt. Ça veut dire que le gars avait déjà pris la posture de sacrifier et qu'il était temps de prendre de grandes décisions. Vraiment, pour de grandes décisions, ça n'a été une et on espère que les choses vont se suivre, n'est-ce pas, par de demander déjà le départ de tous ces troupes françaises, parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que vous avez plus de 10 000, on dit 1000, c'est faux, il y a plus de 10 000 soldats français au Tchad. Quand vous avez tous ces soldats français-là au Tchad, mais que les terroristes entrent dans le pays, attaquent une base militaire et tuent plus de 40 soldats et emportent les armes et tout ça. Mais attendez, à quoi est-ce que c'est l'armée française au Tchad? Est-ce qu'il n'y a pas un échange de renseignements? Est-ce que l'armée française ne pouvait pas aider, même quand l'attaque a eu lieu? C'est l'armée tchadienne qui va poursuivre. L'armée française ne pouvait pas les soutenir, mais ils ne pouvaient pas. Vous et moi, nous savons qu'ils ne pouvaient pas parce que cette attaque-là, c'est toujours l'armée française qui a mené cette attaque-là, même si on met au nom de Boko Haram. Parce que les gens sont venus attaquer au Tchad. Après, ils ont disparu comme ça, là, comme dans la nature. L'armée tchadienne est allée à la chasse. Est-ce que vous avez compris qu'on a attrapé ou qu'on a même tué un seul de ces Boko Haram? On a même vu, mais ils sont devenus quoi? Le sel qu'on a mis dans l'eau, quoi. Donc, je pense que c'est très bien fait. OK. Voici alors comment est-ce que ça se passe. Ça a commencé au Mali, on les a chassés, ils sont allés au Burkina Faso. Au Burkina Faso, on les a chassés, ils sont allés au Niger. Au Niger, on les a chassés, ils sont allés au Tchad. Aujourd'hui, au Tchad, on est en train de les chasser. Quelles seront les prochaines destinations? Je ne pense pas que mon grand-père au Cameroun va accepter. Il a toujours refusé les bases étrangères dans notre sol au Cameroun, mais je pense que
à ce moment, si la France doit avoir de sérieux problèmes, s'il faut partir du Tchad. Parce qu'en partant du Tchad, ça fait que les bases qui sont de mettre là et que de temps en temps, ils partent attaquer le Niger et la République centrafricaine, ça va être limité et la Centrafrique peut retrouver la paix et le Nigérien peut retrouver la paix. Et je pense qu'il est temps d'aller plus loin que ça, de prendre une décision un peu plus que ça. Mais déjà, on va féliciter, n'est-ce pas, cette décision-là. On attend de cette décision-là, c'est vraiment bien fait. Et je voudrais, peut-être, il est 2h, 3h21 ici aux États-Unis à ce moment, et c'est déjà peut-être 7h, 8h au Cameroun et en Afrique. Moi, je souhaiterais que demain ou après-demain, que toute la population tchadienne sorte et fait une grande marche de soutien pour montrer à ces gens que ça ne sert à rien de chercher à attaquer notre président parce que nous sommes derrière lui. Parce que vous le savez, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, si le peuple n'était pas sorti comme un seul homme derrière le président ou derrière le leader, c'est qu'on ne parle plus de ça. Le peuple est un bouclier anti, je ne sais pas si ça veut dire anti-missile ou anti-quoi, mais dès que le peuple a son entièreté va sortir pour soutenir le président, pour soutenir ces actions-là, je pense que ça va baisser un peu, n'est-ce pas, l'ardeur de la France, même s'ils avaient une idée de faire quelque chose, ça va baisser. Pour ne pas trop garder l'antenne, je vais vous dire vraiment grand merci pour tout ce que vous faites et nous vous suivons. Vous voyez que pour nous, les panafricanistes, on se sacrifie. Rester en veille, il est 3h du matin, rester en veille pour suivre une émission et participer, c'est de tout ce que nous aussi on peut faire, n'étant pas là sur place pour sortir, pour apporter tout ce qu'on peut apporter. Ce n'est que par cette petite contribution que nous aussi on peut apporter notre pierre à la construction du panafricanisme. Merci beaucoup et bonne matinée à tout le monde. Bye bye. Merci à vous, merci infiniment. On va exceptionnellement prendre Madame Cissé. C'est une dernière participation au Standard ce matin. Merci d'être brève, Madame. Bienvenue. Bonjour, je serai brève. Bonjour aussi à tous les panélistes et à tous les appelants. Vous savez, il y a des matins, vous vous levez et voilà des nouvelles qui vous donnent le moral. Et je n'avais pas voulu appeler en fait, j'écoutais. Mais cette nouvelle a fait que j'appelle. C'est juste vous dire félicitations au président Idriss Déby. Félicitations pour cette grande décision qui vient donner un peu du baume aux panafricanistes, qui vient donner un peu de l'espoir au combat. Parce qu'il y a des décisions qu'on prend qui relèvent quand même du bon sens. Hein. Vous ne pouvez pas avoir un partenaire pendant plus de 60 ans qui est là, qui vous maintient dans la pauvreté, dans la misère, parce que avant de parler, il faut faire un bilan. Chaque État, il y a un bilan qu'on fait avec nos relations avec la France. Le partenariat Tchad-France, qu'est-ce que ça a donné? Ça a accouché ce que nous voyons là, la pauvreté, l'insécurité, la misère, la dette, et le Tchad n'a amorcé aucun développement. Et Dieu merci que le président Idriss Déby, il a compris ça. Il n'y a pas de développement possible s'il n'y a pas de sécurité. C'est la sécurité qui garantit tout. Il y a un intervenant tchadien qui a dit que oui, maintenant il faut passer à créer des emplois, à développer maintenant le Tchad. Il doit savoir que la décision que le président tchadien vient de prendre, c'est cela qui va amorcer tout. Ce sera le départ de tout développement au Tchad. Parce que nous avons souffert, nous avons eu mal en tant que panafricains de voir que le Tchad est un grand pays, un pays riche, et qui se trouve dans cet état-là. Et seulement nous demandons au président Idriss Déby de ne pas trahir la conscience des Africains, des panafricanistes, en se comportant comme le président centrafricain, parce que qui a voulu avoir le suffrage des panafricains, et après, qui se va se lier pieds et mains à la France en disant qu'il a besoin d'argent. Après que la Russie est pacifiée, même si ce n'est pas pacifié à 100%, la Russie a réussi à pacifier son territoire. Et il va se lier pieds et mains à la France en demandant une aide, je ne sais pas, de 10 millions pour organiser, ce n'est pas une soi-disant élection. Nous ne voulons pas cette trahison de la part du Tchad. Et de même que
pour le Sénégal. Quand le Sénégal refuse de voter une résolution à l'ONU pour condamner comment dirais-je, le colonialisme, quand le Sénégal abrite sur son territoire l'ambassade d'Ukraine qui entretient le terrorisme dans l'AES, quand le Sénégal, avec Macky Sall, s'en va chercher du blé destiné aux Africains, qui le donne aux Européens qui ont eux-mêmes mis l'embargo, vous pensez que c'est un hasard? C'est pas du hasard, c'est pas un hasard. C'est une nature des dirigeants sénégalais. C'est une nature, ce sont des traîtres. Ainsi sont les dirigeants sénégalais. Et combien de Sénégalais vous voyez appeler sur votre chaîne? Moi, j'ai fait le Sénégal. Le Sénégal n'a pas ils n'ont rien à foutre avec le panafricanisme. Le Sénégalais, il se sent plus proche de l'occidental. Il se sent plus proche de l'Occident parce qu'il y a un deal qui a été signé entre les Sénégalais et les Occidentaux, c'est-à-dire pour occuper des postes dans les directions onusiennes. Voilà pourquoi les Sénégalais trahissent depuis Senghor, Abdou Diouf, depuis Macky Sall qui a livré, comment il s'appelait, Ouad, qui a livré le guide libyen, et Ouad qui a été le parrain de la rébellion en Côte d'Ivoire à travers le blanchiment d'argent de la casse de la BCEAO. C'est ainsi sont les dirigeants sénégalais. Et nous demandons à l'AES d'être très vigilants. Et les Sénégalais sont rentrés dans la poubelle, je parle bien des dirigeants, dans la poubelle de l'histoire, parce qu'ils sont des traîtres. Et n'attendez rien, n'espérez rien de Diomaye Faye qui vient prendre ses ordres à Abidjan. Je vous remercie. Merci infiniment à vous, Madame Cissé, d'être fidèle à For You Média Africa. Merci à tous ceux qui ont appelé ce matin dans le cadre de ce programme. Est-il possible de dire un mot de fin? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce sera possible ce matin, malheureusement. Peut-être dans d'autres programmes, voilà, ce sera possible de revenir sur ce sujet. La décision du Tchad de se séparer de la France sur le plan sécuritaire a été annoncée par voie de communiqué du ministère des Affaires étrangères. On en parlait ce matin. On remercie donc Henri Atangana qui était avec nous dans le cadre de ce programme. On remercie aussi Monsieur Tedan Dioret qui était avec nous ce matin, sans oublier Albert Anatole Haïssi. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. For You Matin, c'est terminé. Restez sur For You Télévision. L'information et les programmes se poursuivent. Au revoir, N'Djamena.